Yarana et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Pour ce nouvel épisode, je reçois Jonathan Biarrez, le fondateur de Ninamu Solutions. Jonathan vient nous parler de son projet et de son envie d'apporter une contribution concrète à notre société. Une contribution reconnue puisque Ninamu Solutions a été en 2021 le lauréat mérité du Tech for Island Awards organisé par l'association French Tech Polynésie. Jonathan, Yarana. Yorana, merci de me recevoir. Merci à toi de venir sur les Pacific Buzz. Alors rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous présenter ton parcours, s'il te plaît? Bien sûr, alors moi je m'appelle Jonathan Biarrez, j'ai 31 ans, j'ai un master en sciences de l'environnement et j'ai travaillé plusieurs années sur la thématique du développement durable en Polynésie. Et en 2019, j'ai créé Ninamu Solutions. Donc c'est une entreprise innovante qui propose des services en environnement sur des thématiques d'actualité comme le compostage, l'autosuffisance alimentaire et aussi les démarches environnementales au travail. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de cette entreprise? À la base, tu es consultant quand même en environnement, donc c'est déjà dans ton domaine. Qu'est-ce qui t'a fait en te dire, ce que je fais là, c'est pas encore assez, il faut que j'arrive, je crée quelque chose de nouveau et que j'offre de nouvelles solutions? Oui, alors l'entrepreneuriat, ça s'est fait un peu par défaut. En fait, j'étais salarié, j'ai travaillé à la commune de Montréal, j'étais dans la cellule environnement. Et après, j'ai fait l'Agence française pour la biodiversité. Voilà, j'ai travaillé. Au départ, moi, j'ai un master en sciences marines. Donc, j'ai vraiment étudié sur tout ce qui était voilà, biologie marine. Au départ, je voulais être biologiste marin. Puis après, je me suis rendu compte que voilà, biologiste marin, c'était la plupart du temps une chose, c'était finir scientifique à étudier les larves de poissons sur la pente récifale. Enfin, ça ne m'intéressait pas trop. Donc en fait, je me suis orienté plus vers la gestion des espaces. Et ça tombait bien parce qu'à Montréal, donc l'île où j'ai grandi, il y avait le plan de gestion de l'espace maritime. Donc c'est un plan qui gère le lagon. Et j'ai toujours voulu travailler là-bas, donc je suis rentré en Polynésie. D'ailleurs, en Australie, j'ai commencé à travailler un peu. J'ai fait mes études en Australie, je ne sais pas préciser. Et donc j'ai travaillé sur la Grande Barrière de Corail. Premier job, j'étais garde nature, ranger. Donc Une belle expérience. Voilà, bon, j'étais tout en bas de la chaîne, c'est moi qui nettoyais, enfin, c'est moi qui ratissais, etc. Donc on allait dans les îles et puis on faisait un peu du garde, enfin, on faisait des actions pour protéger un peu les aires marines qu'il y avait là-bas. Donc c'était intéressant et puis je suis rentré en Polynésie et puis j'ai décroché un contrat à la commune. Donc j'ai travaillé sur ça. C'était top parce qu'on a découvert pas mal de choses. J'ai découvert la concertation parce que c'était en plein moment où il y avait la révision de ce plan de gestion de Montréal. Donc c'était plein de réunions publiques avec des gens qui n'étaient pas contents et tout. Il fallait essayer de changer les choses. Donc c'était très intéressant. J'ai découvert en fait la concertation participative. C'est un mot en fait en gros qui dit que voilà, pour faire un projet de nos jours, il faut que les gens ils soient impliqués dans l'action, sinon ça ne marche pas. Ce qui paraît logique en soi. Ce qui n'est pas illogique, qui n'était pas fait avant. Plein de projets en Polynésie, c'était on vient, on sait comme ça, vous dites rien et ça sera comme ça, sauf que ça a duré pas dans le temps. Donc ils ont voulu faire différemment. Et voilà, ça a été très formateur. Après, j'ai travaillé à l'Agence française pour la biodiversité. Donc pareil, c'était de travailler sur la révision du PGM, on continue. Et aussi sur d'autres projets environnementaux en Polynésie et dans le Pacifique, notamment sur le projet Rescue, qui était un projet européen pour mettre en place des actions environnementales. Et voilà, et à la fin de ces deux contrats-là, voilà, mes contrats se sont arrêtés. Et j'ai essayé de trouver du travail, j'en trouvais pas. Et je me suis dit, je vais essayer de me mettre à mon compte, parce que je gagnais pas d'argent et j'avais besoin de gagner de l'argent, donc je me suis mis à mon compte. J'ai fait plein de petits jobs, je me suis mis patenté, je me suis mis consultant, j'ai essayé par-ci par-là. Ça a été compliqué, hein, ça a été dur au départ, parce que tu as 25 ans, 26 ans, tu n'as pas de travail, c'est compliqué, tu gagnes presque rien. Tous tes amis, ils ont déjà commencé à avoir un travail salarié et tout, donc c'était assez compliqué. Et puis voilà. Et puis un jour, je me suis dit, je vais monter mes propres projets, puis je vais essayer de créer quelque chose. Parce qu'avec l'expérience, j'avais vu qu'en Polynésie, il y avait pas mal de choses qui ne marchaient pas, notamment dans l'environnement, notamment dans les déchets.
Parce qu'au départ, je voulais me spécialiser dans la gestion du lagon, puis je me suis rendu compte qu'en Polynésie, c'était peut-être un peu trop précurseur. Gestion du lagon, c'est-à-dire Bah, l'idée, c'était beaucoup de communes de nos jours, et même à l'époque, ils avaient des problématiques sur le lagon, c'est-à-dire comment gérer les pêcheurs, les plaisanciers, les activités touristiques. Donc il y avait un besoin en zone de gestion, que ce soit des larouilles ou des plans de gestion. Donc les accompagner, voilà. des PGEM comme ce qu'a fait ça. L'idée, Moréa. moi, au départ, c'était d'avoir ma petite expérience, me dire, ben voilà, moi je suis spécialiste, je peux vous aider. Bon, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout les priorités à l'époque. Et j'ai regardé, j'ai vu que les déchets, il y avait plein de choses à faire, il y avait plein de problématiques. C'est des choses que voilà, les gens n'aimaient pas forcément travailler dedans, parce que bon, un déchet, ça sent pas bon, c'est pas sympathique et tout. C'est pas sexy. C'est pas sexy du tout. Et donc voilà, j'ai commencé à monter des projets là-dedans. Et c'est là qu'a germé l'idée de Ninamo Solutions. D'accord. Okay. Donc l'entrepreneuriat, c'était pas du tout, toi, ta première idée d'évolution professionnelle, on va dire. Du tout. Bah, moi, je viens d'une époque, donc j'ai 31 dans les années 90, je suis né en 90, d'une époque où quand on était étudiant, l'avenir c'était d'être salarié, d'aller dans une grosse boîte et voilà, d'avoir un bon job, pouvoir faire un prêt, voilà. Ouais, c'est l'époque d'avant, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai commencé dans cette voie, ça s'est bien passé, et puis tout d'un coup j'ai changé. Bon, c'était pas moi qui ai choisi. Puis ben voilà, c'était compliqué parce que voilà, j'avais pas été formé pour ça. Mais là, ça fait 3 ans. Bon, il y a eu des hauts et des bas, c'était compliqué, on en parlera sûrement après. Pour le moment, ça va, je tiens le coup. Je vais plus lâcher là, c'est trop tard, j'ai mis mon pied dedans, je peux plus sortir. Ouais, faut y aller. Faut y aller, j'y vais jusqu'au bout, on verra où ça ira. Je me dis toujours que peut-être, je dis ça et puis dans 1 an, tu me verras postuler à un job dans une grosse boîte en tant que salarié, j'espère pas. Mais ouais, en tout cas, voilà. Et donc, à quoi ressemble Ninamo Solutions aujourd'hui? C'est que c'est toi ou tu multinationale dans plein de pays. Plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Que t'en te le souhaites en tout cas. Non, ben, aujourd'hui c'est moi. Ça a été moi pendant. Donc ça va faire la 3e année en gros officiellement. Ça c'était moi tout seul pendant 2 ans. Et là, fin d'année dernière, j'ai réussi à recruter une CVD, donc qui s'appelle Tuihei, et elle m'assiste un peu sur tout ce qui est gestion de l'entreprise, etc. Voilà, donc là on est 2, et pour le moment on est 2. Ok. C'est un bon début. C'est un bon début, alors c'est quelque chose que j'ai découvert aussi avec l'entrepreneuriat, c'est la gestion d'équipe, parce que quand tu travailles tout seul pendant 2 ans, c'est assez compliqué. Ça a ses avantages parce que ben voilà, tu veux pas travailler un jour, tu travailles pas, et puis tu peux travailler pendant des week-ends entiers. Quand tu es à 2, il faut alors gérer l'équipe, enfin, il y a tout un autre aspect là. Et puis là, je suis dans cette optique en ce moment de voir si je vais pas essayer d'agrandir mon équipe. Donc essayer de voir si tu recrutes, comment tu recrutes, quel type de contrat, est-ce que tu trouves la bonne personne. Toutes ces questions-là que ben, la plupart des entrepreneurs se posent à un moment. Donc je suis dans cette phase-là. D'accord. Donc voilà, j'ai plein de questions encore, voilà. Moi, c'est ma plus grande peur en tant qu'entrepreneur, c'est de s'engager dans une équipe. Bon, ça se trouve l'année prochaine, j'aurai une autre grande peur qui va se mettre, mais c'est vrai que là, c'est compliqué pour moi parce que voilà, recruter une équipe, c'est un pari, surtout quand on débute comme ça. C'est un engagement financier, un engagement moral, et donc voilà. Donc je suis en plein dans cette phase-là en début d'année. D'accord. Est-ce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas de sauter de peur en peur finalement? Exactement. Ben, voilà, moi, ça a été ça pendant 2 ans. Ça a été toute une aventure. C'est très formateur. L'entrepreneuriat, franchement, c'est quelque chose de très formateur au niveau de ta vie en général. Parce que tu as des hauts, tu as des bas. C'est très mental. Oui. C'est ultra mental. Un jour, tu es le roi du monde. L'autre jour, tu veux tout arrêter. Et je pense que ça forme à la vie en général. Bon, après, il y a pire, hein, c'est sûr qu'il y a pire d'être entrepreneur, mais c'était très, très formateur. Et je pense que si j'étais resté dans la sécurité du salariat, je ne sais pas si j'aurais été poussé dans ces retranchements-là. Donc, je le prends comme quelque chose de positif. Ok, alors, on reviendra dessus tout à l'heure, mais juste pour terminer un petit peu la présentation de toi et de l'entreprise, le cœur des services de Ninamo Solutions, du coup, c'est quoi aujourd'hui ? Alors l'idée, c'est vraiment d'accompagner les Polynésiens dans un changement de comportement au niveau environnemental. Donc en gros,
l'idée, c'est... Moi, je me suis spécialisé dans une chose parce que j'ai vu que c'était la problématique qui me tenait le plus à cœur et qui était quelque chose vous pouvait faire quelque chose facilement, c'était la gestion des déchets compostables. D'accord. Donc l'idée, c'est d'accompagner les professionnels, les collectivités, hein, que ce soit les écoles ou les communes, et éventuellement les particuliers dans une meilleure gestion de ces déchets. Parce que voilà, j'en ai fait mon cheval de bataille, c'était quelque chose qui était accessible, qui parlait à tout le monde et qui n'était pas compliqué à faire. Donc voilà. Mais après, Ninamo Solutions, c'est voilà, essayer de proposer des services dans plein d'autres domaines. J'ai tout essayé, j'ai fait les recharges de cartouches d'encre, j'ai travaillé dans la gestion des déchets avec des communes sur des îles éloignées, notamment les déchets dangereux. J'ai travaillé avec Fenouama sur la mise en place de bornes à pied. Enfin voilà, j'ai essayé de tester plein de choses. L'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux tester des choses, tu peux te prendre des pieds dans le tapis, te relever, d'essayer plein de choses. Et puis à la fin, tu découvres en fait, ce qui est le plus intéressant pour toi, ce qui est plus porteur au niveau clientèle, au niveau... Voilà. Donc, Ninamo Solutions, des services en environnement de manière générale, mais avec une spécialité, on va dire, sur les déchets, notamment sur les déchets compostables et avec l'autosuffisance qui va avec. Parce que l'idée derrière, c'est de parler d'économie circulaire. On produit des déchets qui sont compostables, on les composte, on fait du compost avec et on utilise le compost dans un potager. On cultive des aliments, on les mange, etc. D'accord. Ça, c'est voilà, c'est ma... C'est le cœur de l'activité pour le moment en tout cas. Okay. Alors ma dernière question avant de passer à la seconde partie de cet épisode, et je vais la poser parce que visiblement tu es trop modeste pour en parler toi-même, mais Ninamo Solutions est quand même une entreprise qui a déjà reçu des récompenses, qui a déjà été sélectionnée dans des prix relativement prestigieux quand même, en tout cas à l'échelle locale. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, donc j'ai été lauréat du Grand Prix Polynésie du Tech for Island 2021. Donc oui, c'est vrai, j'oublie d'en parler à chaque fois. C'est important quand même. Non, mais tu sais, c'était intéressant parce que alors, je suis quelqu'un qui est très discret. J'aime bien être discret, c'est parce que, voilà, je sais pas, c'est ma nature et tout. Donc j'ai été beaucoup mis en avant quand j'ai reçu ce prix. Donc voilà, j'ai joué le jeu et tout, mais c'est vrai que maintenant j'aime bien revenir discret. J'aime bien pas travailler dans l'ombre, mais voilà, j'aime bien faire mes choses de mon côté, et puis quand il faut... Voilà. Mais voilà, c'était super intéressant. Donc en fait, l'idée, c'est que j'ai déposé mon projet qui était le kit. On a développé en fait un kit pédagogique avec un composteur, un potager et un accompagnement pour bien utiliser le kit. Et je l'ai posé à ce concours, et en fait on a été lauréat du Grand Prix Polynésie, donc ça m'a permis d'avoir déjà une bonne reconnaissance locale. Parce qu'après 2 ans où voilà, je travaillais un peu comme on dit dans l'ombre, je travaillais surtout avec les professionnels et les collectivités. Voilà, ça m'a ouvert quelques portes, c'était super intéressant, ça m'a ouvert pas mal le réseau aussi. Donc j'ai été mis en contact avec beaucoup de gens localement, mais aussi en métropole. Et voilà, c'est le début, donc voilà, c'est encore le début, c'est récent, ça fait 6 mois maintenant. Et ouais, il faut que j'exploite un peu mieux encore ce prix-là. Au-delà de l'aspect, effectivement, que tu sois discret, c'est ta personnalité, mais au-delà de cet aspect mis en avant, ce qui est intéressant dans un prix tel que celui-là, c'est quand même ça vient valider l'idée que tu as montée, et ça vient me confirmer. Enfin, voilà, ça vient t'apporter l'encouragement, te dire, a priori, j'ai trouvé une solution qui est intéressante. Ouais, c'est vrai que cet aspect-là, moi, ça m'a fait du bien. Parce qu'il faut s'imaginer, il y a 2 ans, moi, je proposais des boîtes en bois. Voilà, c'est des poubelles en bois pour des déchets, quoi. Et j'ai eu, dans mon entourage et tout, bon, c'était un peu, voilà, on se moquait pas de moi, mais bon, on se disait, ouais, voilà. Moi, j'étais persuadé, parce qu'avec mon expérience sur le terrain, pendant des années, au niveau communal et tout, j'avais vu que c'était la problématique numéro 1. Donc oui, ça m'a bien réconforté dans le fait que ben voilà, j'ai pas fait ça pour rien et que il y a éventuellement un avenir là-dedans. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que bon, la Polynésie est beaucoup en retard sur plein de problématiques environnementales. Donc en métropole, par exemple, il y a des cinquantaines de start-up, tout ce qui est compostage, potage, etc. En Polynésie, c'est tout nouveau. Mais voilà, non, c'était très gratifiant. Ça a fait plaisir d'avoir un prix comme ça après tant de travail. Et au final, si je comprends bien ce que tu dis,
ta solution, c'est quelque chose de très simple, mais de tellement essentiel que finalement, c'est peut-être une niche importante que tu as trouvée et qui va en plus avoir un effet levier sur comment notre société va évoluer à ce niveau-là. Exactement. Oui, en fait, l'idée c'était de faire quelque chose qui existe déjà. Enfin voilà. En fait, l'idée c'était de faire, on appelle ça une démarche intégrée. C'est une démarche qui regroupe plein d'actions que d'ordinaire on fait de manière individuelle. C'est-à-dire qu'on a toujours ici en Polynésie incité à trier les déchets compostables. On a toujours planté des choses dans le potager, mais il manquait plein de choses pour les relier entre eux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé ce qui se faisait, puis je les ai regroupés dans un kit, dans un truc que j'ai appelé un kit. Et puis je l'ai proposé de manière un peu innovante. L'idée c'était de rendre le compostage sexy. Parce qu'il y a bien quelque chose qui n'est pas sexy, c'est les déchets compostables. Donc en fait l'idée c'était ça, et puis de rajouter un côté innovant, comme on est jeune start-up, ça fait voilà. Ça donne plus envie, donner envie en fait aux gens à se remettre dans quelque chose qui... Les Polynésiens ont toujours fait ça. Le compostage et planter des aliments dans la terre, c'est inné. Tu donnes un bananier à quelqu'un, il sait le faire même s'il ne l'a jamais fait. Donc l'idée c'était de leur redonner envie, on a oublié de le faire. Donc voilà, c'était de réutiliser ce qui était déjà existant en fait. Ok, super. Très intéressant tout ça. On va faire une petite pause rapide et on se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode. Et nous sommes de retour pour cette seconde partie du Pacific Buzz en compagnie donc de Jonathan de Ninamu Solutions. Alors Jonathan, tu nous disais que le projet donc, a maintenant 3 ans à peu près, c'est ça, entre le moment de la conception jusqu'à aujourd'hui. Au fil de ces 3 années passées à créer et à développer Ninamu Solutions, est-ce que tu peux me dire quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise, que ce soit sur toi ou sur l'entrepreneuriat, et quelle a été la pire leçon? Il y en a plein. Alors, la meilleure leçon pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été très formateur. J'ai appris pas mal de choses, notamment 2 choses. C'est que je me suis trouvé travailleur. J'ai jamais, pendant toutes mes années d'études et même avant, quand je travaillais salarié, j'ai jamais été très travailleur. Enfin, j'ai toujours eu des bonnes notes, mais je ne restais pas quelqu'un qui restait tard le soir, voilà, sans forcer. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à travailler, mais genre des week-ends entiers, à pas être payé, à travailler sur des projets, à monter des choses et tout. Et je me suis surpris moi-même. Donc j'étais content là-dessus. Et la deuxième chose, l'entrepreneuriat, ça m'a appris la patience. C'est que t'as beau vouloir faire tout très vite, si ça veut pas aller, ça arrivera au moment où ça arrivera. Donc moi, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de très patient, mais je me suis découvert que pas du tout. Et qu'il faut vraiment, vraiment être très patient dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, les 2 choses positives, ça, voilà. Apprentissage de choses importantes, le travail et la patience. Et alors l'aspect travailleur, est-ce que c'est justement parce que finalement tu fais quelque chose qui te passionne et que tu sais que si toi tu fais pas, personne ne le fera pour toi, ou c'est quoi qui... Pourtant quand je travaillais dans mes boulots avant, j'aimais bien ce que je faisais, je travaillais sur mathématiques et tout. Je pense qu'il y avait 2 choses, c'est que c'était mes projets. Parce qu'en fait, voilà, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien monter des projets. C'est quelque chose que j'ai fait au départ quand je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais entre deux choses, entre mes années salariales et puis mon Ninamu Solutions. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté des projets. Je me suis dit, bon, où est la problématique ici? Ah, ok, c'est ça, c'est les biodéchets. Qui je peux aller voir? Est-ce que ça va les intéresser? Qui veut porter mon projet? Voilà, ça coûte tant. J'ai fait ça et j'en ai pensé partout. Et puis, il y en a qui sont tombés, ça marche. Donc, c'était des projets que je faisais moi de A à Z, et ça n'a pas de prix. Tu le fais, tu as envie de le faire jusqu'au bout. Et après, c'était aussi, le travail, c'était parce que aussi, c'était au niveau financier, il ne faut pas se cacher. Plus tu travailles dans l'entrepreneuriat, plus tu as de chances de gagner de l'argent. Donc, voilà. J'ai toujours été quelqu'un qui avait un rapport très, très simple avec l'argent. Voilà. Mais depuis que je suis entrepreneur, c'est vrai que je crois que ça m'a traumatisé ces années où tu gagnais rien. Ça m'a vraiment traumatisé. Alors que voilà, j'étais quelqu'un, voilà, c'est pas quelque chose d'un... Ça n'a jamais été très important pour moi, mais là, depuis quelques années, cette période où tu vois, la société bouge tellement de nos jours que toi, à ne rien gagner à cet âge-là de ta vie, qui est un peu un âge un peu charnière, tu vois, ça m'a traumatisé.
Donc j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai vu que bah, voilà, ce projet il plaisait, donc ça m'avait rapporté un peu d'argent. Je me suis dit, je vais en faire ça, mais 2 fois plus. Et puis voilà. Et donc ça amène à la mauvaise expérience. Pire leçon, c'est qu'il faut prendre du temps pour toi et il faut lâcher prise de temps en temps. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Voilà. Parce que bah ouais, sinon tu fais une dépression. Non, en fait, ce qui s'est passé, voilà, c'est que pendant cette période, j'ai beaucoup travaillé pour lancer mon projet. Et j'ai pas fait attention à moi. Et bon, j'ai pas fait de dépression ou quoi, mais je suis arrivé pas très loin du burn-out. Et voilà. Alors que tout le monde le dit, hein, ah, il faut prendre du temps pour toi, tu sais, c'est important, mais la théorie, c'est facile, mais en pratique, quand tu vois que, voilà, après tant de mois et de mois de travail acharné, ton projet, enfin, il fonctionne, puis tu en as un autre là-bas, et puis bah, c'est tes premiers, donc il faut assurer. Donc toi, bah, tu comptes pas tes heures, tu travailles le week-end, donc ça commence à se répercuter sur ton cercle familial, sur ta copine, sur tes activités, tu fais plus rien. Voilà, c'était assez compliqué. Et donc là, ça fait 3 ans, j'arrive un peu mieux à gérer ça. Je suis pas encore expert là-dessus, c'est encore difficile de temps en temps. Mais voilà, ça a été une de mes pires expériences. Ça m'a bien affecté. Mais là, j'apprends, en fait, c'est ça, c'est un apprentissage. Et donc, j'ai appris de mes erreurs. Et là, ben, j'essaie de temps en temps de prendre du temps pour moi, de faire des choses que j'aime bien faire du sport, de déconnecter complet. Parce que l'entrepreneuriat est là, si tu le ramènes à la maison. Ah ben oui, tu le fais pas du 8 à 5 et après... Non, tu rentres à la maison, tu penses que ça, tu penses qu'à ça, tu es au surf, tu penses qu'à ça, tu penses à ça tout le temps. Et donc en fait, moi j'ai un cerveau qui part très vite sur plein de projets, ça n'arrête jamais, donc déconnecter c'est très compliqué. Donc voilà, ça a été la pire expérience, ça a été ça, de ne pas avoir appris trop tôt à lâcher prise et à prendre du temps pour soi. Effectivement. Mais au moins, tu n'es pas arrivé à un stade où tu en as été dégoûté de ton projet et que tu t'es dit, voilà, j'arrête. Non. Tu as quand même, à un moment donné, réussi à identifier le problème à temps pour être capable de rebondir et de peut-être apprendre à faire les choses différemment. Bah c'est ça, en fait, je me dis qu'en 3 ans, je crois que j'ai gagné peut-être 8 ans d'expérience si j'avais fait autre chose. Et je pense, moi je le vois comme ça, je me dis, c'est maintenant qu'il faut te planter, on galérait un peu sur plein de sujets comme ça, parce qu'après je me dis, j'imagine l'entrepreneur que je serai quand j'aurai, par exemple, là j'ai 31 ans, quand j'aurai 45 ans. L'expérience que je vais avoir goûté un peu toutes ces problématiques-là, bon, c'est à ma petite échelle, il n'y a rien de très grave, mais je le vois comme ça. Je veux dire que c'est maintenant qu'il faut que je me prenne les baffes, il faut que je fasse des erreurs. En plus là, j'ai la chance, que voilà, j'ai très peu de charges. Je n'ai pas encore d'enfants. Donc c'est le moment où il faut y aller. Les enjeux vont être trop importants pour se planter. Donc c'est pour ça que je me suis mis un peu de pression. Je me suis dit, bon là j'ai quelques années avant, ça va bien falloir maintenant, après que je pense à tout ça, qu'il va que j'y aille. Donc peut-être je suis allé trop vite, trop tôt. Et voilà, donc j'ai appris. En plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que autant que quand tu es d'une start-up dans le numérique ou des choses comme ça, où ça peut exploser en 1 an ou 2 ans, ça peut éclater au niveau entreprise, autant sur des thématiques comme l'environnement, en plus en Polynésie, et en plus sur des pratiques où on essaie de changer le comportement des gens. Voilà, un changement de comportement, ça prend 3 ans chez une personne, en gros. Donc voilà, et moi j'ai voulu en fait faire une start-up environnementale basée sur des notions un peu de start-up numérique. Et en fait, je commence à comprendre qu'il faut que je prenne plus le temps. Et surtout en Polynésie, les gens, l'environnement, c'est tout nouveau. Demandez à des gens, bonjour, voilà, je vends des boîtes en bois, il faut payer pour ça, pour traiter vos déchets. C'est très compliqué encore. Les gens, ils ont du mal. Ça arrive, mais ils ont du mal. Donc, j'ai une pression d'un côté, on va dire, au niveau de la start-up, qui te pousse à accélérer. Puis de l'autre côté, j'ai la réalité terrain qui, avec l'expérience, je me suis rendu compte que peut-être pas accélérer trop vite. Mais en même temps, si tu le fais pas trop vite, les gens vont prendre ta place. Il y a toutes ces questions que tu te poses. Mais bon, ça va, je suis jeune au niveau entrepreneurial, c'est ma 3e année. J'ai encore plein de choses à apprendre.
Ça se trouve, dans 6 mois, j'aurai un discours différent. Ça change tout le temps de toute façon. Heureusement, parce que le contexte évolue et il faut évoluer avec aussi. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Exactement. Alors, je reviens justement sur toutes ces choses dont tu viens de parler, parce que je trouve que c'est très intéressant. C'est une question à plusieurs morceaux, donc on va peut-être revenir dessus plusieurs fois, mais moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ce que tu dis. Déjà, la première chose, c'est quand on pense environnement, dans le discours habituel, on va dire, environnement, c'est plus associatif, c'est plutôt contradictoire avec la notion de faire de l'argent, de faire du profit, c'est généralement plutôt l'un contre l'autre, quoi. Comment toi tu as réconcilié cet aspect-là des choses et dans cette même veine, cet aspect startup dont tu parlais juste avant, effectivement, startup c'est un modèle type des entreprises qu'on connaît, Californie, Silicon Valley, tech, machin et tout, des trucs énormes et est-ce que ça justement c'est vraiment un modèle intéressant ou est-ce que justement, et compte tenu du contexte qui est le nôtre et de la mission qui est la tienne, il ne faut pas justement peut-être imaginer de nouveaux modèles. Alors, je pourrais te reposer la deuxième partie de la question sur eux, il y a beaucoup de choses, mais comment toi tu vois tout ça? Non, c'est une très bonne question. En Polynésie, pendant très très longtemps et toujours, voilà, c'est exactement ça. Tu as soit des grosses entreprises bien calées qui traitent les déchets, ou l'électricité au niveau barrage, etc. Puis soit tu as des associations. Donc en fait, il faut imaginer arriver en tant qu'entreprise innovante en essayant de gagner de l'argent dans l'environnement, alors que ça n'existe pas en Polynésie. Ouais, enfin, il y en a sûrement quelques-unes, il y en a de plus en plus qui se montrent, mais on est des précurseurs. Et donc en fait, on est en train on est en train de créer un marché qui existe. Le marché n'existe pas, on est en train de le créer. Donc autant quand tu travailles dans le tourisme, dans l'alimentation, dans le textile, le marché est déjà là. Bon, il y a beaucoup de concurrence, mais nous, on est en train de créer de zéro quelque chose. Donc déjà, c'est compliqué l'entrepreneuriat, mais en plus, sur cette thématique, c'est encore plus complexe, c'est encore plus frustrant. Quand tu vois qu'en même temps, tu montes, si par exemple deux entrepreneurs montaient un business, un dans l'environnement, un dans le tourisme ou un des enfin, la vitesse, c'est pas la même. C'est sûr. Là, au bout de quelques mois, l'autre, il a déjà un super chiffre d'affaires et tout. Nous, on est encore à essayer de trouver le modèle. Donc, c'est vrai que c'est un combat. C'est un combat tous les jours. Et ça amène au fait qu'il y a, en termes d'accompagnement, en termes de conseils, en Polynésie, c'est difficile d'en trouver des gens qui font comme nous. On a un petit groupe de quelques startups qui a été incubé à l'incubateur Prism, qui sont un peu dans cette même optique. Donc, on peut échanger sur ces choses-là. Mais c'est vrai qu'en Polynésie, l'accompagnement est souvent basé sur, comme tu as dit, soit tu es une entreprise classique, soit tu es une entreprise un peu innovante, on va dire technologique. Et voilà comment tu fais. Et nous, on est au milieu, on essaie on est le vilain, non. On essaie de trouver notre place. Et voilà. Je sais qu'en métropole, il y a pas mal d'incubateurs qui sont, voilà, c'est des entreprises à impact. Donc il y a Make Sense. Oui. Moi, Make Sense, j'aimerais vraiment les contacter parce que c'est des gens qui font des entreprises pour gagner de l'argent, mais sur des choses à impact, que ce soit sociétal, que ce soit environnemental, etc. Et qui arrive à réconcilier justement le fait de faire du bénéfice, parce que c'est ce pourquoi une entreprise est créée au final, mais en même temps que ça bénéficie quand même au collectif, et qui est quand même important d'avoir cette combinaison des deux pour pouvoir avancer sur ces projets. C'est ça, moi je ne te cache pas que mon objectif, un jour, j'espère pouvoir te le dire un jour, c'est de dire que moi je gagne bien ma vie et je fais des choses pour l'environnement en Polynésie et je gagne très bien ma vie. Ça c'est mon objectif. Je veux montrer en fait aux jeunes générations, j'aimerais bien le montrer, bon je suis jeune encore, mais que l'environnement c'est plus quelque chose d'associatif ou d'entrepreneurial, mais tu vas gagner vite fait parce que c'est quelque chose on peut gagner sa vie comme qu'on ferait n'importe quelle entreprise. Et il y a du chemin, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se lance. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Et moi, c'est un de mes combats. Parce que pour le moment, j'arrive à vivre de ce que je fais. Et ce que je fais, c'est, je m'occupe des déchets compostables. Et le message aussi est de dire justement tous les gens qui envisageraient ce domaine, de dire vous pouvez avoir la vie que vous avez envie,
tout en ayant la capacité de faire des choses pour bien au final collectif, parce que c'est ton objectif quand même, et que c'est pas incompatible. Ben c'est ça, en fait, des fois je prends du recul, j'arrive à déconnecter mon cerveau, à prendre un peu de recul, et je me dis, en fait, ouais, mon travail, c'est d'œuvrer à la préservation de l'environnement, et je suis payé pour ça, en Polynésie. Ça, c'est très gratifiant pour moi. Je trouve que faire des choses comme ça, tout ce que je fais, ça a un impact sur l'environnement. Et voilà, et c'est vrai que sur certains travails, d'autres secteurs, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Enfin, après, il y a de plus en plus de gens qui cherchent du travail ou des projets qui ont un impact sur quelque chose. Et voilà, moi j'ai la chance d'avoir un projet, en tout cas, tous les jours je me lève le matin et je sais que je participe à la préservation de l'environnement. Donc c'est gratifiant. C'est sympa. Ouais. Mais comme tu disais tout à l'heure, ce sera ma dernière question à la pause, il y a quand même des peurs qui persistent, et notamment tu me parlais tout à l'heure de celle de créer une équipe, de créer une bonne équipe, en tout cas, à défaut de créer une équipe. Pourquoi cette peur? Qu'est-ce qui te trotte, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit quand tu envisages de monter une équipe? Qu'est-ce qui fait que tu as ces craintes, tu as ces questionnements? Alors, ça vient du fait que moi, je ne suis pas un businessman. On m'a toujours reproché ça. Et moi, je suis un technicien en environnement, et en fait, j'apprends tous les jours ce que c'est que le business, l'entrepreneuriat. Donc, quelqu'un qui aurait été entrepreneur à ma place, je pense qu'il aurait fait complètement différemment. Il y aurait une Ninamou Solution partout, parce que c'est une thématique qui est tellement à la mode en ce moment et tout. Moi, voilà, c'est mon grand défaut. Enfin, c'est pas un défaut, mais c'est juste qui tu es, quoi. Voilà, mais c'est ce qui me manque. Et donc j'y travaille énormément. Vendre quelque chose à quelqu'un, j'arrivais même pas à vendre quelque chose à quelqu'un avant. Maintenant, j'essaie de vendre des choses. Quand il fallait me dire ça coûte combien ton truc, moi j'avais honte, j'avais peur qu'ils me disent c'est trop cher. Voilà. Bon, grâce à l'incubateur Prisme, à la CCSM, et grâce à pas mal de gens qui m'ont accompagné, maintenant j'ai plus peur, parce que je sais ce que ça vaut et je n'ai pas peur de dire ça coûte tant, etc. Donc c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un de très business, et j'ai perdu en fait le fil de ta question. C'était par rapport au fait de constituer une équipe? Oui, et donc en fait voilà, et ma grande crainte c'était que pendant des années, je devais me trouver un salaire pour moi, et maintenant il va falloir que je trouve un salaire pour moi plus mon équipe. Et donc j'avais l'assurance quand j'étais tout seul de me dire bon ce mois-ci on va gagner que ça sera bon, c'est pas grave. Le mois suivant on a gagné un peu plus, etc. Là la personne, voilà. En fait c'était surtout cet aspect-là qui j'ai du mal encore à appréhender. Mais après la responsabilité de la vie des autres, en fait, quasiment en étant capable de leur offrir pourquoi tu t'engages. Exactement, et j'aimerais bien leur offrir quelque chose qui vienne et que ce soit au top. Donc je sais que c'est des questions que je me pose, puis au final ça va sûrement bien se passer, mais c'est ces craintes-là, c'est aussi le fait que animer une équipe c'est un autre challenge. Il y a plein de craintes comme ça, mais je pense que tout le monde se pose ces questions au départ, et puis je pense qu'il faut se lancer. Comme j'ai fait dans toutes les autres problématiques, un jour je me suis dit allez, on y va, j'ai réfléchi beaucoup, peut-être des fois trop, on me le reproche souvent. Il y a mes responsables à l'incubateur de prise, ils me disent des fois que je suis très calculateur, j'essaie de regarder toutes les choses, avant de prendre une décision je regarde tout. C'est pas plus mal, mais en même temps des fois ça prend un peu plus de temps. Pour moi je suis sûr quand j'y vais il n'y a pas de souci, mais des fois il faut peut-être être plus instinctif. Mais d'où le fait d'être patient aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours, en fait, le monde de l'entrepreneuriat, il est très... Tu as plusieurs façons de l'aborder. Soit tu es comme moi, patient, calculateur, mais en même temps ça va plus doucement, donc en même temps, soit tu fonces. Et il y en a, ça fonctionne super bien. Si ce n'était pas foncé, ça n'aurait pas marché. Il y en a, ils se prennent un mur, mais au moins ils auront essayé. Donc là, je tends plus j'aimerais bien aller vers le fonceur. Donc de plus en plus, maintenant que j'ai un peu plus confiance, j'y vais. Mais voilà, ça c'est mon côté peut-être scientifique. Je suis très calculateur, j'aime bien, je me lance pas dans un truc quand c'est pas sûr. Et ce qui est rassurant, c'est que de ce que tu dis, au final, on a l'impression que l'entrepreneuriat, il y en a pour tous les goûts et toutes les personnalités. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est sûr. Ouais. Ok. Allez, on fait une deuxième pause avant d'entamer la troisième partie de cet épisode. Et
on se retrouve toujours avec Jonathan de Ninamu Solutions pour la troisième partie de ce Pacific Buzz. Alors Jonathan, tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement que tu t'étais préparé à cette question traditionnelle des Pacific Buzz, le fameux optimiste-pessimiste. Donc tu connais le principe, 3 questions rapides, tu réponds d'abord, optimiste-pessimiste et on rentre dans le détail après. Donc ton futur personnel, optimiste, pessimiste. Optimiste. Le futur de ton entreprise. Optimiste. Et le futur du Fénois. Pessimiste. Ok, alors j'attendais la réponse. Alors souvent les gens ont un petit temps d'attente et puis finalement ils me disent optimiste, mais toi tu es direct sur pessimiste. Alors pourquoi pessimiste? Alors je précise, pessimiste au niveau du futur environnemental polynésien. D'accord. Alors, intéressant parce que moi qui suis dedans depuis de nombreuses années, je pense qu'on ne fait pas assez là. On va droit dans le mur. L'exemple très concret, c'était pendant la pandémie. La pandémie est arrivée, tout le monde était là, oh mon Dieu, il faut changer les comportements, etc. Hein, parce que passer par là. Et puis, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Hein. Il n'y a rien qu'à changer. Ouais, on est vite revenu aux habitudes. On a tout revenu comme avant. Et là, c'est problématique parce qu'en Polynésie, on est une île. En Polynésie, le centre d'enfouissement technique où on jette tous nos déchets, il va arriver à saturation. Pénurie d'eau potable, ça va bientôt arriver parce que le réchauffement climatique qui touche la Polynésie aussi, il ne faut pas se cacher. Voilà, il y a plein de choses et je pense que si on ne change pas nos choses, alors ça peut être, je parle au niveau politique, mais je parle aussi au niveau de la société civile, hein, en particulier nous tous, et aussi au niveau des entreprises. Je pense qu'il faut qu'on se bouge un peu plus. Et donc l'idée derrière cette réponse, c'était juste un peu de piquer et de dire que voilà, il faut arrêter de se reposer sur ce qu'on a, il faut bouger un peu. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer radicalement les choses, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Déjà faire plus d'efforts. Ouais, ben, l'exemple typique, c'est les déchets compostables. Ça, c'est quelque chose, franchement. Les gens ont toujours fait ça avant, puis un jour, on a inventé les poubelles et le ramassage des poubelles. Puis les gens, ils ont jeté dans la poubelle. Et ça coûte des millions chaque année à chaque commune pour la gestion. Ça remplit le centre d'enfouissement technique, ça fait plein de problématiques. Et le geste, il est juste au jeter dans la poubelle, tu le mets dans un composteur, dans le jardin, si tu es dans un immeuble, il y a des solutions. Tu vois. Donc, ouais, je suis pessimiste là-dessus et moi, j'incite vraiment les gens il faut agir parce que nous qui sommes dans le milieu, la problématique, c'est quand même assez catastrophique au niveau mondial, sans être dramatique, mais voilà, il faut dire les choses. Je ne pense pas que la stratégie de la peur, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais bon, des fois, il faut quand même mettre une petite claque en disant, bon, il faut se bouger un peu, quoi. On est une île, en plus, on est un territoire insulaire, on est une petite population. On peut faire des choses pilotes, on peut faire des choses super intéressantes. Les Polynésiens, au départ, ils sont proches de la nature. Il y a une urbanisation qui est quand même assez importante. Donc, ouais, je sais pas, il y a plein de choses, moi, de plus en plus. Alors, est-ce que tu es pessimiste avant de devenir optimiste en disant, bon là, on est dans le creux de la vague, entre guillemets, mais il va y avoir une prise de conscience et on va y arriver? Parce qu'à côté, tu nous dis que tu es quand même optimiste pour ton entreprise, donc c'est quand même, tu envisages un développement, et s'il y a un développement, c'est bien que les gens vont trouver un intérêt à tes produits, à tes services, et que donc ça va accompagner cette prise de conscience? Ouais, bonne question. Oui, ben de plus, il y a une prise de conscience. Moi, quand j'ai commencé à démarcher mes projets au départ, les gens ils disaient ouais c'est bien et tout ça, c'était avant la pandémie. Ouais, c'est intéressant, mais bon voilà, c'est pas nos priorités actuelles et tout. La pandémie est arrivée, tout le monde voulait se mettre au vert, donc ça a pris, c'était assez intéressant. Et puis de nos jours, ça continue parce qu'il y a une plus grosse prise de conscience. Ça va pas assez vite. Surtout que voilà, au niveau politique, au niveau réglementaire, bon, c'est sûr que ça, c'est des choses qui prennent du temps. Par exemple, bannir le sac plastique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça a mis du temps, c'est normal, parce qu'il faut préparer les choses, ça je comprends tout à fait. Après, il y a 2 acteurs qui devraient peut-être agir un peu plus, c'est les entreprises, parce qu'ils ont un rôle important à jouer, parce qu'ils ont quand même une puissance en termes de ressources humaines, en termes d'impact, en termes de chiffre d'affaires sur la Polynésie et d'investissement. Oui, de faire des formations sur l'environnement, c'est bien, mais quand tu vois qu'à côté,
La gestion des déchets, c'est une catastrophe. Et, voilà. Ne serait-ce que le papier. Il y a plein de choses. Donc, on pourrait se séparer aujourd'hui avec le numérique. C'est ça, voilà. Et donc, la face cachée du numérique. Je pense que les entreprises peuvent faire beaucoup plus. Parce que voilà, l'environnement pour une entreprise, c'est un avantage énorme en termes de marketing. Parce que si on parle aux entreprises, il faut en parler au niveau financier. Ça, Parce que voilà, la plupart des entreprises, et même les gens en particulier, si on leur dit de sauver la planète pour sauver la planète, bon, à part que si tu es militant, bon, ça intéresse, mais pas plus. Si je leur dis, quand tu fais ça pour l'environnement, tu fais des fois des économies, et ça peut aussi t'attirer de nouveaux clients, là, ça les intéresse. Mais voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des entreprises. Donc moi, en Ninamo Solutions, on essaie de les accompagner dans des démarches environnementales. Donc on essaie d'aller voir les entreprises pour les former leurs agents, pour leur dire, voilà ce qui peut être fait. C'est pas si compliqué que ça ne va pas vous prendre plus de temps, ça ne va pas vous coûter plus d'argent. Et il y a aussi au niveau particulier, à la maison, on a plein de petites choses qu'on peut faire. Il y a plein de variables. Si tu mélanges tout ça, c'est vrai que faire bouger les choses, c'est compliqué. Mais c'est faisable. Il faut que les gens, faut qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on fasse des petits efforts. On ne demande pas la lune, mais faire des petites choses comme ça. Et je pense que, voilà. Un exemple, alors, c'est mon côté un peu, c'est ma minute politique. Après la pandémie, ça a été intéressant parce qu'au niveau tourisme, le tourisme a été basé pendant très longtemps sur... c'était quand même intensif, le tourisme un peu intensif avant la pandémie. Et puis pendant la pandémie, il fallait revoir le système parce qu'il n'y avait plus de touristes, etc. On est parti sur des réflexions sur l'écotourisme, tout plus petit, moins d'impact. Les gens veulent venir en Polynésie pour voir l'authenticité, etc. Là, ça va reprendre. Là, la saison haute, elle arrive en juillet. Honnêtement, il n'y a rien qui va changer. Peut-être il y aura quelques initiatives de par-ci par-là, des gens qui vont créer des petites boîtes un peu plus éco. Mais moi, je sens que ça va repartir de plus belle. Et l'impact va être encore plus important. D'un côté, il y a une volonté de relance touristique sur ça au niveau des instances. Puis d'un autre côté, on veut faire des énormes hôtels. C'est compliqué. La thématique est très compliquée. Donc c'est pour ça que quand tu mets tout ça sur la table, je suis un peu pessimiste pour les années à venir. J'espère que ça va changer. Parce que c'est un autre événement un peu catastrophique qui va faire changer les choses. Moi, je suis pas content. J'étais un peu intéressé de savoir ce qui allait se passer après la pandémie de la Covid-19. Parce que nous qui sommes dans l'environnement, ça ne bougeait pas assez pour tout d'un coup on s'est dit wow, ça va être intéressant. Ça a été intéressant, mais pas aussi intéressant qu'on le pensait. Pas aussi impactant que ça aurait pu, quoi. Honnêtement, je pense que tout va recommencer comme avant. Ça a déjà oui, ça a tout a recommencé. Et c'est dommage parce qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que ce discours de dire on laisse aux générations quelque chose et tout, ça fait un peu discours bateau, on l'entend tout le temps, mais c'est quand même assez réel. C'est de dire, moi, pour mes enfants à moi, mes petits-enfants, en Polynésie, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je parle environnementalement, je ne parle pas au niveau social, etc. Mais ça va être compliqué. Et je me dis, c'est maintenant qu'il faut bouger. J'ai vu là récemment qu'il y avait une nouvelle tendance, c'est pas une tendance, c'est les jeunes qui étaient éco-déprimés. Oui, c'est de plus en plus. De plus en plus, en fait, c'est des jeunes qui... impact sur la santé mentale. Voilà, mentalement, ils sont pas bien parce qu'ils voient qu'il n'y a rien qui avance, que les politiques ne bougent pas, que même des politiques ou les entreprises ou les gens en général, et ils stressent. Ils ne sont pas bien dans leur peau. Et c'est vrai que même moi, des fois, ça m'impacte aussi. Dans le milieu, je me sens pas bien parce que je me dis, tout ce que je fais, est-ce que ça va servir à quelque chose? Il faut se bouger. Profit. Après, moi, c'est quelque chose, le profit, on est dedans aussi. Moi, bien sûr, il faut que ma boîte soit profitable, etc. Mais voilà, il y a toutes ces questions qui fait que pour le moment, je mettrai la réponse pessimiste. Mais du coup, tu es quand même optimiste pour toi et pour ton entreprise. Et donc, du coup, c'est que tu envisages un développement, c'est que tu envisages quand même un épanouissement de toi, de ton entreprise et de tes équipes. Donc, du coup, dans ce contexte que tu viens de nous décrire, qu'on vient de discuter, dans 10 ans, Ninamo Solutions ressemble à quoi, du coup? Tu sais, je ne sais même pas ce que ça va être dans 3 mois, Ninamo Solutions. Donc, dans 10 ans, moi, en fait, ce que j'aimerais bien faire, je parle. Vas-y, exercice la lettre au Père Noël. Voilà.
j'aimerais bien pouvoir m'étendre dans le Pacifique. En fait, mon objectif, c'est vraiment de travailler sur cette thématique du compostage et de l'autosuffisance alimentaire, qui est similaire en fait dans tous les pays insulaires du Pacifique, qu'ils soient francophones ou anglophones, avec cette idée de promouvoir la bonne santé des gens à travers la culture d'aliments traditionnels et de faire toute cette économie circulaire polynésien ou pacifique. Donc moi j'aimerais essayer d'asseoir un peu ma situation sur le marché polynésien éventuellement dans les prochaines années. Et pourquoi pas essayer de travailler avec des îles du Pacifique, Tonga, Samoa, Nouvelle-Calédonie, parce que le contexte est à peu près le même au niveau de ces thématiques-là. Et parce que voilà, j'ai eu un peu d'expérience là-dedans et puis que moi ça m'intéresse. Donc voilà, un développement éventuel dans le Pacifique, régional, voilà, on va dire. C'est une belle ambition ça. Ouais, c'est une belle ambition, après on verra si ça va le faire ou pas, mais ouais, ça serait mon objectif dans les prochaines années. Ok, bah écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Yes. Et il y aura du boulot, c'est certain. Alors du coup, dernière question avant de clôturer cet épisode, et justement par rapport à tout ce dont tu nous parlais sur ta vision du contexte actuel, si tu avais une chose à échanger, une idée que tu voulais partager avec nos auditeurs, là pour terminer cet épisode, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Deux choses. Alors moi j'aimerais inviter les jeunes futurs entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat environnemental et social. Parce que même si la situation, bon j'ai dépeint un peu une situation un peu pessimiste, même si voilà, j'en pense pas moins que il y a un avenir là-dedans en Polynésie. Je veux leur dire qu'on peut gagner sa vie en travaillant sur les déchets ou sur l'environnement. Et que voilà, il faut y aller. Il y a quelques années, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas de référence. Mais là, il y a quelques startups, il y a quelques entreprises qui sont un peu mises sur le marché. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inspirer de ces startups-là et se lancer dedans. Mais il faut aussi dire aux gens qui écoutent que voilà, l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est quelque chose qui est complexe. C'est une aventure. C'est une aventure et moi, je pense qu'il faut être prêt. Il faut mettre sa ceinture et il faut y aller. Donc il y a des hauts, il y a des bas, tu as des avantages, tu as des inconvénients. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat juste avant une phase un peu particulière de la vie d'une personne, c'est la trentaine. Tu vois, des fois, tu as un peu la crise de la trentaine. Donc c'était assez compliqué. C'est peut-être pour ça que c'était un peu plus compliqué que certains. Après, je me dis, si je m'étais lancé plus jeune, j'aurais peut-être pas eu la maturité pour continuer. Donc voilà, les deux messages, c'est jeunes entrepreneurs, lancez-vous dans des choses comme ça, entrepreneuriat social et environnemental. Mais préparez-vous à l'aventure parce que c'est une belle aventure, mais ça vous marque. Des montagnes russes. C'est des montagnes russes, mais je pense, là ça fait que 3 ans. On en reparlera dans 10 ans où je serai, je sais pas où je serai. Mais peut-être que je leur dirai sûrement que ça valait la peine. Ok. Ouais. Bah écoute, en tout cas, Jonathan, merci beaucoup d'être venu nous voir au Pacific Buzz, partager ta vision de l'environnement local et ta passion justement pour toutes ces questions-là. Et longue vie à Ninamu Solutions du coup, et rendez-vous dans 10 ans alors. Rendez-vous dans 10 ans. Merci de m'avoir accueilli. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz, enregistré dans nos locaux avec Jonathan, le fondateur de Ninamu Solutions. Le projet de Ninamu, focalisé sur la nécessité d'offrir à la population des outils simples mais pratiques, est un bel exemple d'engagement au bénéfice de la communauté, où le savoir-faire entrepreneurial va participer activement à l'évolution concrète de nos sociétés. Des projets nécessaires pour que nous puissions tous être le changement que l'on souhaite voir dans ce monde. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!